Mais qu'est donc devenu le rêve de Kwame Nkrumah? À quand un autre Thomas Sankara? Le panafricanisme est-il un concept encore pertinent plus de 50 ans après les indépendances et dans un contexte de globalisation? Bonsoir, bienvenue dans votre émission Agora J, l'émission 100% faite par les jeunes et pour les jeunes. Jeunesse et panafricanisme, c'est le thème de notre débat ce soir. Avec moi sur ce plateau, dans ce studio Djibril Ouad d'Africable Télévision, 4 invités. D'abord, Gisèle Flanda. Bonsoir, Gisèle Flanda. Bonsoir. Vous êtes secrétaire chargée des relations extérieures du réseau YALA, African Youth of Leadership and Action. Exactement. Je prononce bien? Exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Second invité, Maître Zana Siliki Kone, avocat mais aussi écrivain. Je rappelle que vous êtes auteur de ce recueil de poèmes L'être et la volonté, déjà disponible aux éditions Innov. Bonsoir, M. Kone. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Troisième invité sur ce plateau, Souleymane Bouda, président du Bureau fédéral africain de l'Organisation panafricaine des jeunes pour la promotion de l'intégration africaine, OPAJ-PIA. C'est bien cela? Bien cela. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dernier invité, M. Dr Yacouba Diallo, président du Comité national de la jeunesse évangélique protestante du Mali. Le décor, il est déjà planté. Mais avant de commencer cette émission, nous avons plutôt voulu, nous sommes partis à la recherche de jeunes qui nous livrent ici leur définition, leur vision, leur concept du panafricanisme. Ils sont ici au micro de Fatoumata Sissao et de Sékou Doumbia. C'est dans la rubrique Dans le ghetto. Je crois que le panafricanisme, c'est un mouvement, une idée politique qui prône et qui encourage qui encourage la solidarité entre les Africains. Le panafricanisme, à mon sens, c'est une idéologie politique, d'abord qui est née à partir des indépendances en Afrique dans les années 1960. Notamment les grands porteurs de cette idéologie furent Kwame Nkrumah du Ghana et Modibo Keïta du Mali. Ensuite, cette idéologie politique vise à susciter un engouement autour d'un sentiment de fierté, d'appartenance à une entité, une très grande entité, l'Afrique. Cette idéologie politique a pour objectif le développement économique, politique, social et culturel de l'Afrique. L'idée de ces grands qui sont Modibo, Kwame Nkrumah et les consorts était à leur époque, c'était à leur temps. Là, nous sommes la nette génération. Nous sommes une génération où ce qui se passe à Brooklyn, et nous on est là, on est au courant. Et voir même ce qui se passe à Fana, nous on est au courant. Donc la jeunesse est unie maintenant, et en disant que seul le concept panafricanisme peut faire bouger l'Afrique, moi je dirais non. C'est des hommes qui ont rêvé grand, c'est des hommes qui avaient des grands projets de société, c'est des hommes qui ont si quand même posé la pierre, qui ont si planté le décor. Mais si on essaye de voir, c'est des hommes qui n'y sont plus, qui ne sont plus là, c'est des hommes qui ont été victimes par leur idéologie, et c'est vraiment difficile de dire que leur idéologie puisse continuer aujourd'hui de nos jours. Ce que moi j'ai à dire aux jeunes, c'est de ne pas se laisser aller par les pratiques des jeunes garçons de maintenant, de juste viser ce qu'ils veulent, de foncer juste. Voilà. Et un conseil à l'endroit de la jeunesse africaine, c'est de croire à l'avenir. Et c'est également d'aller à la quête de l'information. C'est d'aller également à la quête de la formation et puis d'aller à la quête de la sensibilisation pour mobiliser la masse populaire qui est la jeunesse africaine. Parole de jeunes, de retour dans ce studio. Gisèle, comment définissez-vous le panafricanisme? Je pense que les jeunes ont essayé déjà, nos amis jeunes ont déjà essayé de définir le concept, et il y en a qui ont parlé d'une politique, et j'abonde dans leur sens. C'était une politique, c'est un mouvement qui est né bien avant les années d'indépendance, bien avant les années 60, disons plutôt à l'aube du 19e siècle, avec les Noirs américains. Je pense que les plus célèbres, ceux qu'on a connus, qu'on a étudiés au lycée déjà, c'était les William Edgar Dubois, les Marcus Garvey et tout ça. Mais déjà, ils avaient le concept du panafricanisme qu'ils avaient éveillé en eux, en se disant que ils sont sur un continent qui n'était pas le leur, mais ils ont des frères
sur un autre continent et que où que ces frères-là se trouvent, ils devraient s'unir, unir leurs compétences pour pouvoir enfin revenir à une Afrique émergente, une Afrique moins soumise. Donc en fait, l'idée du panafricanisme, c'était une idée assez noble, une très belle idée. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut l'appeler une utopie ou quoi, mais elle est en marche en fait depuis au moins 2 siècles. Hein. Donc voilà. D'accord, vous la voyez un tout petit peu dans les corbeilles. Non, pas forcément. Je pense pas qu'elle doit être mise dans les corbeilles parce que l'idée à la base, c'était vraiment que les Africains prennent conscience de leur propre personnalité, qu'elles se donnent cette valeur-là et qu'elles essayent, avec leurs propres compétences, de sortir de la soumission, en fait, dans laquelle ils ont baigné pendant plusieurs siècles, à partir du moment où le blanc a pénétré sur le continent africain et qu'il y a eu la traite des Noirs, qu'il y a eu cet esclavage que l'Amérique et l'Europe ont connu. Ensuite, on est revenu au moment des indépendances, mais malgré tout ça, on avait plusieurs siècles de soumission en tête. Donc, comme si on avait un cerveau qui avait été formaté pendant tous ces siècles-là où on nous a avilis, humiliés, soumis à d'autres êtres parce que simplement nous sommes noirs. Donc l'idée n'est pas à jeter aux oubliettes, l'idée elle est toujours de rigueur et il faut simplement que maintenant la conscience elle continue à travailler parce que sinon il l'aurait fait et beaucoup seraient morts pour rien, notamment les Kwame Nkrumah qui, à l'aube des indépendances, ont vraiment voulu porter avec ces Noirs américains-là, parce que Marcus Garvey et William Edgar Dubois, ils sont revenus sur les terres américaines, africaines, et ils sont morts au Ghana. Donc, Docteur Diallo, comment vous voyez le panafricanisme, vous? Alors, au-delà des définitions qu'on vient d'entendre et la répétition pédagogique, certes, mais moi je mettrai ma touche. Et pour moi, je résume le panafricanisme en 3 points. Premier point, c'est l'acceptation de soi. Accepter son identité, ce qu'on est. Être fier de ce qu'on est. Et le second point, c'est accepter la différence. Accepter la différence et reconnaître que je vis dans une société où les uns et les autres sont différents. Et comment faire potentialiser cette différence et faire aller les choses de l'avant. Et ma troisième conception du panafricanisme, c'est potentialiser les acquis. C'est dont nous disposons, comment il faut les potentialiser pour aller vers l'autosuffisance, l'indépendance intellectuelle, financière et économique. Voilà un peu ma conception du panafricanisme. Maître Zanakone, la lutte de Thomas Sankara et Kwame Nkrumah, est-ce qu'on peut dire qu'elle est vaine aujourd'hui? Non, du tout. En quoi? S'en faut. Elle ne peut pas être considérée vaine. Vous savez, le panafricanisme doit son existence à la douleur. Le panafricanisme est né de la douleur. Vous savez, à un moment donné de la marche de l'humanité, des Noirs qui ont été complètement, entre guillemets, déportés, qui sont allés sur un continent qui n'était pas le leur, qui avaient en partage une douleur, ils étaient exploités. Et à un certain moment donné, ils vont commencer à se dire, unissons-nous, unissons les forces pour pouvoir résister. Vous avez des groupuscules spontanés qui vont se créer depuis les 1700. Hein. Depuis 1700, il y a des groupuscules spontanés qui se sont créés. Mais que la chose prenne une forme véritable, que les intellectuels s'intéressent à la chose, ça va arriver vers les années 1900, comme elle a dit, notamment en 1900. C'est en 1900 que le nom panafricanisme a été pour la première fois prononcé par un avocat, d'ailleurs, Maître Williams, qui a été le père le trouveur, on va dire comme ça, du nom. Maintenant, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, je continue à croire que le panafricanisme ne peut pas mourir? Regardez les mouvements, les derniers mouvements mondiaux. Vous allez voir qu'il y a un repli identitaire. Il y a un repli identitaire un peu partout. Vous avez suivi le débat français, vous voyez autour de quoi il tourne. Vous avez vu Donald Trump qui parle de l'Amérique aux Américains. Mais Marcus Garvey, qu'est-ce qu'il nous a dit? Africa for Africans. L'Afrique aux Africains. C'est comme ça qu'il a conçu l'idée du retour vers la terre natale. D'accord? Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où on est obligé de s'accepter, de comprendre que nous avons une douleur commune. Est-ce que la douleur qui nous avait unis dans le passé a disparu? Tant que cette douleur n'aura pas disparu, nous serons toujours obligés de nous donner les mains. Si nous ne le faisons pas, comme l'a dit Kwame Nkrumah, nous allons tous périr.
Parce que c'est ça la réalité. On ne sait pas ce qui va se passer demain aux États-Unis. On ne sait pas ce qui va se passer demain en France. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'Afrique, on est obligé, dans le cadre même aujourd'hui de la mondialisation, on est obligé à un certain moment donné de commencer à penser à notre marché africain. Et on ne peut pas parler de marché africain en dehors du panafricanisme, ça n'a pas de sens. Vous croyez que l'OIA est né pourquoi? Vous croyez que l'UIA existe pourquoi? Vous croyez que la CEDEAO est là pourquoi? C'est cette idée-là. Et on doit continuer à travailler, à l'améliorer davantage. Mais on ne peut pas dire qu'elle a disparu. Si on le dit, c'est nous qui disparaissons. Bouddha, pensée d'hier une réalité d'aujourd'hui? Est-ce que les pensées de Thomas Sankara, de Kwame Nkrumah sont une réalité aujourd'hui? Bien, merci pour la question. D'ailleurs, je suis très ravi de prendre part à ce débat, surtout que c'est un débat dont le thème tourne autour du panafricanisme et de la jeunesse. Avant de répondre à votre question, il faudrait que je rappelle que la jeunesse africaine constitue la majorité de la population et l'Afrique est une réserve. L'Afrique est la puissance et la force du monde à devenir. Et pour cela, il y a des travaux à faire, notamment l'union et l'unité. Chose que ceux que vous avez cités tout à l'heure ont promu, ont combattu pour réaliser. Cette union, aujourd'hui, ce sont des insuffisances en Afrique, mais ces pensées que vous avez demandées aujourd'hui sont des réalités. Parce que aujourd'hui, l'Afrique a tendance à se perdre dans ce monde de globalisation, faute de structuration et d'organisation. Et pour cela, il faudrait que les Africains, comme l'a dit l'autre, s'acceptent et prennent entre leurs mains la responsabilité pour amener ces pensées d'hier-là à vivre aujourd'hui et les transformer en une réalité pour avoir notre vraie Afrique. Est-ce que ces pensées d'hier conviennent? Est-ce que ces pensées d'hier conviennent aux réalités d'aujourd'hui réellement? On est dans un monde de globalisation. Docteur Diallo? Oui. Je pense que toute société s'est construite. Il n'y a pas un anachronisme? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une contradiction en fait. De mon point de vue, ce sont des bases, ce sont des repères pour nous pour essayer d'aller de l'avant. L'Afrique a toujours vécu, comme le disait le frère Koné, c'est qu'on a toujours été en marge. Et il me paraît aujourd'hui temps que nous puissions, au-delà de nos différences, considérer que nous devons cheminer ensemble. Nous avons assez souffert et il est temps que cette douleur puisse nous servir de base de réflexion qui nous permettra de pouvoir poser les jalons, les bases du futur. Donc dire que les idées d'hier, l'Afrique aux Africains, et aujourd'hui on voit de plus en plus les partis nationalistes sous d'autres cieux qui sont en train de prôner cette même idée pour développer, pour faire avancer leurs choses. Pourquoi l'Afrique aussi ne va pas se servir de ce slogan pour essayer de faire avancer? Et moi, je suis parfaitement convaincu que ce n'est pas passé et il faut l'actualiser et de la façon la plus urgente. Maître Zanakone, je vois vos hochements de tête, vous êtes d'accord avec cette théorie? Je suis entièrement d'accord avec lui. Vous savez, je crois très récemment, en 2006 et ensuite en 2007, Thomas Sankara a quand même été consacré par la jeunesse africaine, enfin, si vous voulez, lors du forum social africain et mondial, comme le modèle. Vous pensez que quand on recourt à un certain Thomas Sankara comme modèle, c'est pour faire quoi? C'est pas à cause de son sourire éclatant, mais c'est en raison du combat qu'il a porté. Il a porté un combat. Et tout le combat de Thomas Sankara a été ce combat d'acceptation de ce que nous sommes. Okay? Que l'on accepte d'abord d'être africain. Une fois qu'on a accepté d'être africain, que l'on comprenne que nous sommes frères entre nous. Nous n'avons pas besoin d'acheter des armes pour nous entretuer. Travaillons plutôt à avoir un marché africain. Travaillons plutôt à développer l'agriculture. Travaillons plutôt à nous entraider. Est-ce que quelqu'un peut me dire aujourd'hui que cela est passé de mode? Si cela est passé de mode aujourd'hui, c'est que nous n'existons même pas. Nous n'existons pas. Parce que la menace, elle est grande. Aujourd'hui, vous partez dans certains pays qui ne produisent pas les cacao. Vous achetez le chocolat moins cher que vous ne pourrez l'avoir dans un pays africain qui produit du cacao. Vous avez le coton malien, vous avez l'or malien. Mais est-ce que vous avez le sentiment que tout ça nous sert à quelque chose? Où allons-nous? Tout simplement parce que nous n'avons pas su créer cette union dont il est question, cette unité dont il est question.
Et si vous voulez aujourd'hui négocier avec la France, vous serez mis en concurrence. Okay? C'est pourquoi je parle par moment des micro-États alimentaires en concurrence. Le Burkina et le Mali, qui ne devraient pas normalement être en concurrence, vont se retrouver en concurrence. Chacun va vouloir privilégier des intérêts sectoriels, mais très passagers, au détriment de nombreuses générations à venir. Tout ça parce qu'on n'est pas fort. Et on ne peut être fort que lorsqu'on va sur le schéma tracé par les pères fondateurs de l'indépendance. Maintenant, il se trouve que certaines idées peuvent ne pas être en phase avec la réalité. Je souscris, c'est vrai. Toute société qui fonctionne est obligée d'avoir à puiser dans les temps présents. Mais cela n'implique aucunement qu'elles doivent abandonner toutes les idées d'hier. Je le disais tantôt, la souffrance, elle est là, elle était là hier, elle est là aujourd'hui. On la combat en nous unissant. Gisèle, il faut un retour à nos valeurs, à nos cultures africaines. Un retour total, ce n'est même pas réaliste, je pense. Mais nous avons besoin de repères. Nous avons besoin de repères, comme le disait tout à l'heure Maître Zana et puis le docteur Diallo. Nous avons absolument besoin de savoir d'abord qui nous sommes, en fait. C'est très important. Et pendant plusieurs siècles, on n'a pas su ce qu'on était. On nous a fait perdre ce qu'on était pour nous imposer d'autres valeurs. Mais aujourd'hui, ce serait vraiment assez irréaliste de se dire, bon, on va retourner à ces valeurs et se fonder sur le Mandé du XIIIe siècle et autres pour évoluer. Ça peut être assez dangereux et ça peut aller même de manière à devenir anticonstitutionnel pour nous aujourd'hui. C'est mon idée et je pense qu'on n'est pas là pour développer sur ce point-là. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est de se servir de ces valeurs-là, de quelques-unes de ces valeurs-là pour retenir ce que nous sommes et puis avancer avec les autres. Et comment se servir de ces valeurs pour avancer avec les autres. C'est très important. Je pense que les pays asiatiques en sont, comme on appelle, l'illustration parfaite. Elles ont continué à évoluer dans ce siècle moderne tout en gardant des valeurs très typiques à eux. Donc je pense que ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir des valeurs et de les reconnaître et puis d'en tirer ce qui peut être profitable pour le futur. Ouais. Bouddha, la jeunesse africaine, elle n'est pas assez panafricaniste pour vous? Assez panafricanisme, moi je dirais qu'elle est moins panafricaniste. Et je vais, avant de poursuivre, aborder un peu la question précédente, qui est de dire qu'il faut un retour à la culture, aux valeurs africaines. Retour ne veut pas dire nous arrêter et reprendre ce qui est en train d'avancer, mais l'Afrique a certaines valeurs, notamment la dignité. Il l'a dit tout de suite, l'Afrique aujourd'hui est consommatrice. Nous ne faisons que consommer. Elle ne produit pas. Elle ne produit pas. Prenons le 8 mars. Je prends le 8 mars. Au Burkina, quand on parle du coton ou même du Mali, le Burkina Faso, le Mali sont des références. Le 8 mars au Burkina, c'était le Faso d'Anfani, c'est le coton qu'ils ont utilisé pour produire les pagnes. Mais la demande était plus forte et la majorité des commandes pour la production venaient d'ailleurs. Pourquoi il ne fallait pas produire le coton, cultiver suffisamment de coton pour habiller les Burkinabés? Et même au Mali, je pense que le pagne du 8 mars, le fil qui a été utilisé ne venait pas du Mali. Donc, nous ne faisons que consommer. Les valeurs africaines, ce sont la dignité, ce sont le patriotisme, c'est la solidarité. Et tant que nous ne mettons pas en valeur cette identité, nous n'allons pas avancer. L'Afrique n'a rien pour concurrencer le monde. Et au début de tout cela, nous sommes dans une lancée de division de nos pays. Moi, je l'ai toujours dit, le Mali dit indépendant, le Burkina dit indépendant. Et si le Mali aujourd'hui veut importer la matière première, ou même le Burkina, il faut qu'elle dépende, il faut que le Mali dépende du Sénégal ou encore de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il faut appeler ça indépendant ou c'est parce que je n'ai pas la définition à sa juste valeur de l'indépendance? Il faut que nos pays s'acceptent et se mettent ensemble. Je prends le cas de l'insécurité et du terrorisme dans la sous-région en Afrique.
Et prenons le Mali. Et quand ils ont voulu assassiner Kadhafi, il a fallu juste quelque temps. Ils ont voulu assassiner. Oui, ils l'ont fait. D'accord. Et il a fallu juste un temps pour que nous voyions des puissances et se découvrir et montrer leur force et l'enlever à tout d'un coup. La situation du Mali a duré pendant combien de temps? Il y a presque tous les pays d'Afrique, de l'Occident, il y a toutes les puissances qui se sont réunies au Mali. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas la solution. Elle ne fait d'ailleurs que s'empirer. D'accord. Si aujourd'hui, le Burkina, le Niger, le Mali, la Mauritanie se mettent ensemble, au lieu d'appeler un pays que nous appelons cela la Fédération des États africains. Ce sera dur et difficile. Oui, au mais vu, c'est au vu des cultures et tout ce qui va avec, oui, vous ne pensez pas que ce sera difficile? La culture, c'est la richesse africaine. C'est dans la diversité culturelle qu'on se construit. Et Et si ces pays se mettent ensemble, ce groupuscule, permettez-moi d'appeler de ces personnes qui sont là, il s'agit de les écraser. Et ceux-là qui disent qu'ils ont besoin de l'Azawad, et s'il n'y a pas de Mali, est-ce qu'il y a l'Azawad? Il n'y a pas d'Azawad. C'est dans l'union que nous ne pouvons que nous émerger, que nous pouvons nous développer. Et voici l'ego de nos dirigeants africains. Et le problème, c'est que nos dirigeants, nos leaders politiques, ce sont comme des célibataires à la quête d'une jeune fille. Et quand il voit la jeune fille, il fait tout, il a toutes les stratégies, tous les moyens nécessaires pour la convaincre. Et le jour, permettez-moi de terminer, le jour que la jeune fille dit oui, je vous appartiens, il ne sait plus quoi en faire. Voici le problème. D'accord. Il parle d'expérience. Non, oui, il ne sait plus quoi en faire parce que nos responsables, quand ils prennent le pouvoir, ils ne savent plus quoi en faire. Même le projet de société n'est même plus respecté. Docteur D'accord, Gisèle veut rebondir là-dessus. En fait, ce que je voulais dire, c'est effectivement, je veux rebondir en l'appuyant un peu, en fait, parce que je me dis, le panafricanisme, c'est un sacrifice, en fait. C'est un sacrifice que chaque État individuellement doit consentir pour pouvoir en fait finalement s'unir et essayer de faire émerger ce continent-là. Et l'idée principale de ces fondateurs, des initiateurs du concept, c'était ça, qu'on arrive à oublier cette individualité. Nous-mêmes, on le dit souvent que c'est dans l'union qu'on fait la force, en fait. Donc, du coup, je ne sais pas, Bouddha, il vient de le dire tout simplement, c'est très important pour nous aujourd'hui d'oublier ces individualités et d'aller pour l'intérêt commun. D'accord. Voilà. Docteur Diallo, et si les jeunes façonnaient une nouvelle Afrique différente des pères fondateurs? C'est possible avec cette jeunesse africaine aujourd'hui? Je me permets de revenir un peu sur la question adressée à Bouddha sur est-ce que la jeunesse africaine est assez panafricaniste. Je dirais non. Je dirais non en me référant sur ma conception, parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que la jeunesse n'a pas de repère. Ça, c'est mon gros problème. Et aujourd'hui, quand on parle de jeunes civilisés, on n'a plus tendance à voir l'homme qui s'habille comme sous d'autres yeux, qui va à l'encontre des décisions parentales, qui fait tout à l'envers. Et regardez, sortez un peu dans la circulation. Vous voyez, on a deux voies. Celui qui vient en sens opposé, tu lui arrêtes, tu lui dis, bon, mon frère, je ne pense pas que ça soit normal. Il va dire, non, moi, je suis émancipé. Puis voilà. Et je ne suis pas sûr que ça soit dans le sens de l'acceptation de soi. Ce n'est pas du tout bien compris, à mon avis. Donc, sur cette base, une fois qu'on n'accepte pas qui nous sommes, on n'est pas fier de ce que nous sommes, il est difficile de pouvoir concevoir quelque chose en la matière. Donc, cela me permet de glisser un peu sur la seconde question en disant que j'ai un peu peur. Parce que tant que cette jeunesse ne se remettra pas à cause, ne dira pas que, attention, il est temps que je m'asseye, que je prenne conscience de ce que je suis réellement, et qu'aujourd'hui je suis la force, le support, le socle sur lequel se base l'avenir, l'existence de mon pays et l'avenir de mon pays, je ne suis pas sûr qu'elle va réfléchir à forger une Afrique émergente. Et je me dis que le panafricanisme aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire une Afrique émergente. Une Afrique émergente en ce sens que nous soyons indépendants. Indépendants dans ce sens idéologiquement, économiquement, financièrement. Et même identitairement, à mon avis. Donc, en ce sens que je ne suis pas pessimiste, mais je me dis que nous avons du chemin à faire. D'accord.
on peut façonner une nouvelle Afrique. Oui. Nous, les jeunes aujourd'hui, oui, différents des pères fondateurs. Je pense que l'idée des pères fondateurs, nous l'utilisons comme un repère pour émerger. Mais donc on ne va pas l'oublier. On ne va pas l'oublier. On se sert comme référence. Une croix de transmission, ça peut être ça. Mais il faut, comme elle a dit, si on dit retour aux valeurs, il ne faut pas se dire parce qu'avant, nos parents, pour transmettre un courrier, étaient obligés de faire des relais, faire des jours. Aujourd'hui, on ne va pas revenir sur ça. Mais il faut reconnaître que pour que nous puissions avancer, il faut qu'on accepte que nous sommes d'abord africains. Et que l'Afrique a certaines réalités. Aujourd'hui, je prends l'Afrique. Vous prenez l'Afrique, il fait très chaud ici, aujourd'hui. Mais dans certains pays, vous allez trouver qu'il est moins quelques degrés, il est en train de neiger. Donc il faut que j'accepte que je vis dans un environnement qui est différent de l'environnement de l'autre. Et je me forge cet environnement et je le rends de façon vivable pour moi, pour que je puisse me sentir à l'aise. Plutôt que de prendre un bateau où je risque ma vie, où je vais perdre l'espoir de toute une famille pour aller chercher ce que je veux dire l'Eldorado. Donc, dans ce sens, je pense que nous avons le devoir, je ne dis pas que nous avons le devoir de forger une nouvelle Afrique différente de l'Afrique de nos concepteurs. D'accord. Vous devez rebondir? Je veux rebondir parce que, vous savez, ici, la responsabilité est partagée. C'est vrai, la jeunesse manque aujourd'hui de repères. Elle manque de repères parce que nos pays sont animés par un système préétablis qui font que les dirigeants eux-mêmes n'arrivent pas à orienter nos pays. Et cette jeunesse qui n'a pas de repères, aujourd'hui prenons l'éducation. Prenons même de façon générale, quand les jeunes finissent leur formation, ils n'ont pas d'emploi. Les jeunes n'ont pas le temps dans leur tête, l'aisance de réfléchir à un développement du point de vue national, à plus forte raison continental. Ce qu'ils sont à développer, c'est le développement personnel. Comment je vais juste survivre? Il faut qu'un cadre soit créé pour permettre à cette jeunesse-là de lire les réalités et d'aller de l'avant. Et c'est là où il y a le problème. C'est vrai. Les jeunes aujourd'hui ont tendance à aller vers les bureaux et tout cela. Ils ne viennent pas à l'agriculture, même si à l'école primaire, on nous dit que nos pays, c'est l'agriculture, c'est la pêche. Ils ne veulent pas revenir à cela. Ils ne veulent pas qu'on dise que oui, je suis paysan. Ce n'est pas une fierté pour les jeunes aujourd'hui de le dire. Mais il faut un cadre politique qui permet, qui encourage les jeunes de revenir vers les valeurs fondamentales du développement qui sont l'agriculture, qui sont la pêche. Aujourd'hui, les jeunes, même quand les chefs d'État se retrouvent, ils adoptent des décrets ou sinon des instruments pour permettre une vie intéressante pour la population africaine. Je vais dire, prenons la libre circulation des personnes et des biens, peut-être dans l'espace CEDEAO. Ça a été adopté par les chefs d'État. Ça a été ratifié dans tous nos pays, mais ce n'est pas une réalité. Quand aujourd'hui vous prenez, même au centre-ville, vous êtes citoyen, on vous raquette. Vous traversez une frontière, vous êtes à jour des documents, il faut que vous payiez de l'argent, sinon vous ne franchissez pas. Mais ces frontières-là, c'est la vitrine du pays. Et si moi je paye pour entrer au Niger, je sais déjà que c'est un peuple de corrompus et de corrupteurs, parce qu'il a fallu que je corrompe pour entrer. Permettez-moi d'utiliser ces mots pour que ça soit bien, c'est la population africaine. On a besoin de mieux comprendre. Il faut un cadre qui soit créé pour permettre à ce que tout ce système-là soit mis en action par les politiques pour encourager la société civile qui a même du mal à se démarquer de la société politicienne, de lire les réalités et de pouvoir s'investir pour obtenir un développement de l'Afrique. Donc je pense que le vrai problème, même si les responsabilités sont partagées, se situe au niveau de la gestion politique en Afrique. Ça, il faut le souligner. Il n'a pas pu être là ce soir pour des raisons professionnelles. Lamfian Sinaba, journaliste écrivain, nous livre ici son témoignage. Je définis le panafricanisme comme étant l'ensemble des moyens, l'ensemble des idées, l'ensemble des actions mises en œuvre
pour le développement de l'Afrique. Des idées qui sont soutenues par des actions et des actions aussi qui sont soutenues par des idées. Il ne suffit pas que l'africaniste que je qualifie de technicien propose, mais qu'au-delà des propositions, il faut aussi l'adhésion des décideurs politiques, des panafricanistes. Donc à ce niveau, à mon avis, l'africaniste et le panafricaniste doivent faire tout pour évoluer en symbiose. Sinon, à mon avis, le premier, l'africaniste, doit servir de soutien, voire de support au panafricanisme. Il y a de ces visions qui ne sont pas, à mon avis, de passé, qui ne sont pas anachroniques, on peut s'en inspirer. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a de ces positions radicales qui ne sont pas aujourd'hui de nature à nous aider, à nous en sortir, à nous tirer d'affaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à nous, jeunes d'aujourd'hui, de réfléchir, de voir les moyens qu'il faut, de puiser dans ce passé-là, afin de pouvoir nous construire nous-mêmes au présent et nous projeter vers l'avenir. Parole de journaliste. Zana Srikikone, le panafricanisme est-il encore utile pour les jeunes? Plus qu'utile. En quoi? Le panafricanisme aujourd'hui est plus qu'utile pour les jeunes. Nous avons à notre disposition aujourd'hui les réseaux sociaux qui facilitent la communication intercontinentale. Mais malheureusement, le plus souvent, ce n'est pas forcément utilisé à l'œuvre constructive. D'accord? Si les jeunes Africains aujourd'hui ont des difficultés à étudier, si les jeunes Africains aujourd'hui sont obligés d'aller en Europe ou ailleurs pour étudier dans des conditions qui le plus souvent sont désagréables, c'est bien parce qu'il n'y a pas d'union. Si nous avions une bonne union aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, il y aurait des universités dignes de ce nom. Mais on n'ira jamais vers ça. Vous savez pourquoi? Prenez le cas malien. Et ce qui est bien avec ces pays, c'est qu'ils se ressemblent tous. D'accord? Prenez le cas malien. Vous allez voir que l'école a été infiltrée, totalement infiltrée par les politiciens. L'université est prise complètement en otage et vous avez des relais au niveau des universités qui font en sorte que la jeunesse ne peut pas étudier et travailler comme ça se doit. Aujourd'hui, vous partez dans les villages, dans les seconds cycles, les premiers cycles. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que même là, la direction est politisée. C'est-à-dire un parti vient au pouvoir, il commence à détrôner tous les directeurs d'école, il met les membres de son parti là-bas. Est-ce que vous pensez que tant qu'on est dans ces micro-États, et dans ces conditions, la jeunesse elle-même pourra émerger? Elle ne le pourra jamais. Difficile, parce que chacun le fait, je termine là, chacun le fait dans son pays pour se maintenir au pouvoir. Chacun le fait en pensant à sa réélection. Et dans ce cas, la jeunesse, est-ce qu'on la prévoit? Est-ce qu'on réfléchit réellement pour se dire, ok, nous, tout de suite, nous allons faire ce que nous avons à faire. Après, il y a des générations qui vont venir. Et ces générations-là, est-ce qu'on prévoit leur salut? Non. C'est pourquoi j'ai dit à un moment donné, les jeunes étant aujourd'hui désorganisés, les jeunes sont complètement désorganisés. Certains sont dans la société civile totalement politisés, elles aussi. Donc ça ne va pas. Personne n'arrive à savoir où est-ce qu'il faut aller. Donc, et vu que le changement ne viendra jamais d'en haut, ça on le sait désormais, le changement ne viendra jamais d'en haut. Les Patrice Lumumba, les Kwame Nkrumah, les Sankara, eux, ils voulaient vraiment un changement. Ils avaient de la conviction. Aujourd'hui, on a une conviction, comment être élu. On travaille à être réélu plus que à faire avancer les pays. Et comme c'est comme ça, il revient aux jeunes, à eux-mêmes, je dis bien, de comprendre leur part de responsabilité. Une fois qu'on a fini de parler de la responsabilité de l'État et qu'on sait désormais que l'État ne fera rien, il revient aux jeunes de provoquer un changement par le bas. Et c'est en cela que le panafricanisme sera plus qu'utile. Vous pensez sérieusement que s'il y a des mouvements sociaux au Mali aujourd'hui, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas au Bénin, le Mali devient un cas atypique. Ok? Mais s'il y a des mouvements sociaux au Mali aujourd'hui, par la jeunesse malienne, au Burkina, au Niger, ainsi de suite, eh bien, ça devient un phénomène sérieux avec lequel il faut compter, un phénomène sérieux sur lequel également il faut compter pour faire des propositions sérieuses pour avancer. Docteur Diallo? Alors, j'aborderai dans le même sens que lui pour dire que c'est plus que nécessaire. Je donne juste deux illustrations.
Je suis médecin. Et dans ma spécialité, quand on prend par exemple les documents sur les facteurs de risque de leucémie aiguë, par exemple lymphoblastique, on va vous citer facteur indépendant de mauvais pronostic, la race noire. Premier facteur. Technique. Vous prenez un autre, l'hémophilie. Vous savez, quand on substitue un malade avec des concentrés de facteurs exogènes, on dit le risque, l'une des complications majeures, c'est le risque de développer des inhibiteurs. Et là, on vous dira facteur indépendant de risque de développer des inhibiteurs, la race noire. J'ai dit, ok, je fouille, vous allez fouiller sur PubMed ou d'autres sources, d'autres moteurs de recherche, données africaines sur l'hémophilie. Vous allez trouver que c'est des données parcellaires, pas du tout assez représentatives. C'est pourquoi nous avons du mal à publier dans les bonnes revues. Donc, en fermant cette parenthèse, je me dis, est-ce que ces études qui ont été faites dans d'autres pays, où on considère un noir, à mon avis, qui est différent du noir que je suis, qui vit dans d'autres réalités, avec une température à 39-40 degrés, exposition permanente à la lumière du soleil, avec l'ultraviolet qui est en train de modifier la qualité de mon ADN, avec la soumission aux agents microbiens qui modifient carrément mon système immunitaire, je me dis, est-ce qu'il n'est pas temps que nous nous prouvons que l'Africain que je suis, le noir africain que je suis, est différent du noir, par exemple, américain ou du noir qui vit en Europe dans des conditions beaucoup plus. Et comment je peux le prouver? Je sais qu'aujourd'hui, à moi seul, je ne peux pas. Mais en créant un réseau parallèle avec d'autres professionnels qui évoluent dans le même domaine, nous pouvons aller, par exemple, dans les études multicentriques. D'accord, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire qu'aujourd'hui, dans ma conception d'aller ensemble, potentialiser les ressources, il faut que nous puissions accepter nous mettre ensemble. Nous mettre ensemble en potentialisant la valeur dont nous disposons. Et comme j'ai toujours dit, et l'occasion chaque fois que j'ai dit plutôt que de raisonner avec ce qu'on n'a pas, potentialisons ce dont nous avons en acquis. Et en acquis, c'est mon être, c'est mon intellect et c'est les maigres ressources dont je dispose. Et sur cette base, je ne serai jamais confronté, et je sais qu'au cours du débat, ça va ressortir, les moyens. Chacun va dire, oui, quand on veut poser un acte, je n'ai pas les moyens. Il dit non, parce que je ne suis pas à mesure de potentialiser ce dont je dispose. Et je prends juste un exemple. Quand on ferme ce studio sur nous et on nous demande de vivre pendant quelques heures, je suis sûr qu'on va trouver les moyens d'y vivre et ne pas périr ici. Et ça, c'est l'intellect qu'on va mettre en place. Gisèle? Oui. Mais écoutez, moi, je me dis une chose. Le panafricanisme est un mouvement, c'est un concept qui a été créé à un moment donné par des personnes qui ont hérité directement d'une grosse souffrance, comme le disaient mes prédécesseurs, qui ont hérité d'une grosse souffrance subie lors des traites négrières, lors de l'esclavage, etc., les combats pour la libération et tout ça. Ces personnes ont été des personnes, on va dire des personnes fortes dans des moments très difficiles. Et ils se sont battus pour améliorer les conditions de leurs frères de race. Mais aujourd'hui, nous, en héritage, on a eu des temps beaucoup plus faciles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a oublié pourquoi c'est arrivé. Donc, il y a cette ignorance de pourquoi il y a eu cette idée qui a émergé à un moment donné. Mais ce n'est pas seulement l'ignorance de cette période qu'il y a, mais il y a une ignorance globalisée, en fait, que pas seulement la jeunesse, mais maintenant que tout le monde est en train de subir. Le problème de cette planète actuellement, je ne vais pas simplement parler de l'Afrique, mais c'est le fait que un groupe d'élite s'arrange à ce que la masse populaire reste plongée dans l'obscurantisme. Et tant que nous n'aurons pas compris qu'il faut combattre ça, le panafricanisme ou tout autre concept resteront simplement des concepts creux pour une jeunesse qui actuellement ne vit qu'au rythme peut-être de divertissement. Bouddha? Voilà. Bouddha, vous êtes d'accord? Je suis en partie d'accord avec elle. Parce que c'est vrai, la jeunesse aujourd'hui
comme nous sommes tous d'accord, est déboussolée. Par manque d'organisation de nos États, par manque d'organisation des communautés sous-régionales qui doivent en principe ou sinon booster le développement ou composer une trace pour l'Afrique. Ce panafricanisme dont elle est en train d'évoquer, qui est né dans des moments difficiles, c'est parce que ceux-là qui ont fait naître ce panafricanisme étaient éclairés, ont pris conscience que c'est dans l'union que nous pouvons fusionner des éléments qui pourront nous sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Aujourd'hui, permettez, la jeunesse aussi est dans cette situation. Cette situation parce que la situation générale de la jeunesse au Mali, ici, est égale à celle que vit la jeunesse ivoirienne, la jeunesse béninoise. Le manque d'emploi, le manque de formation. Et il faudrait que nous prenions conscience que nous-mêmes, nous n'allons pas pouvoir nous développer, fonder des familles et réserver une vie à ceux-là qui viendront après nous si nous ne mettons pas ensemble pour contribuer à réaliser ce que nos prédécesseurs ont établi. Pour cela, pasteur, le président est là. Vous êtes pasteur aussi? Je viens de l'apprendre, je ne le savais pas. Je sais qu'il ne va pas dire le contraire. Je sais que je ne le savais pas. Le Seigneur a donné le même jour à la tortue et au cheval de rejoindre l'arche de Noé, n'est-ce pas? Et donc, ça veut dire que Diallo est pasteur. Voilà. Donc, d'autres vont courir, d'autres vont marcher, mais il faut bien arriver à temps. Et arriver à temps demande du travail et une prise de conscience. D'accord. Là, on manie beaucoup de notions, mais très concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait? La solution aujourd'hui. D'abord, par Bouddha, la solution. Dernier tour des tables. Waouh. Le temps est insuffisant pour parler d'Afrique, mais la solution, c'est l'union qui fait la force. Si aujourd'hui nous parlons de force, ce n'est pas ceux-là qui détiennent des armes ou ceux-là qui détiennent le pouvoir financier. C'est s'accepter et tenir à sa dignité. Être solidaire envers les autres, ce sont des valeurs de l'Afrique qui font que nous aurons une union. L'union, c'est l'union de nos peuples, l'union de nos États, notre identité culturelle. C'est aussi l'unité. L'unité parce que quand vous voyez une balle sortie d'un pistolet, il y a plusieurs éléments qui s'actionnent et qui donnent une voix ensemble pour que ça sorte et faire la puissance. C'est juste. Si vous voyez une voiture avancer, il y a plusieurs éléments qui se donnent une force pour faire avancer cette voiture. Et c'est cette puissance-là qui fait avancer les choses. Il faut une unité en Afrique pour que nous ayons une puissance, parce que l'Afrique est une puissance. Mais ce corps étranger qui est en train de manipuler l'Afrique aujourd'hui ne s'occupe pas de l'Afrique, parce que ce corps n'a pas pouvoir face à l'Afrique, mais s'occupe plutôt des Africains en passant par leur politique. Et c'est là où nous devrions ensemble réfléchir à l'élan de la politique africaine. Zana Kone, oui. Dernier mot, solution pour la jeunesse. Solution pour la jeunesse africaine. Écoutez, la jeunesse africaine doit d'abord se rendre compte qu'elle est conduite sur le chemin du divertissement. Elle doit comprendre que le politique ne veut pas qu'elle s'éveille. Et à partir du moment où elle aura compris ça, il est de sa responsabilité de s'organiser. De s'organiser notamment en société civile. Société civile qui doit conduire et bousculer, déterminer le comportement des chefs d'État à aller vers une union véritable. Ok? C'est ces groupes-là de société civile constitués de jeunes qui vont bousculer et qui vont déterminer
comment dire, le comportement des chefs d'État. Tant qu'ils voudront être réélus, ils vont vouloir faire exactement ce que la jeunesse veut. Mais tant que la jeunesse sera assise là, à servir de passerelle, à prendre 500 francs, 1000 francs avec les hommes politiques pour aller faire des campagnes pour eux, parce que c'est justement ce qu'ils veulent. C'est justement ce qu'ils veulent, et tant que c'est comme ça, le cycle va continuer éternellement. On est jeune, on devient vieux, on est dans les systèmes et ça continue et rien ne sera fait. D'ailleurs, par moment, vous aurez le sentiment que les gouvernants africains travaillent par moment à opposer les peuples. Ils travaillent par moment à opposer les peuples. Quand il y a des problèmes internes, on dit « Oh, ce sont les Burkinabés qui viennent avec. Oh, ce sont... » ainsi de suite. Je m'arrête là. Alors, rapidement, la régie me signale que le temps qui nous est imparti arrive à son terme. Rapidement, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il faut pour la jeunesse? Des solutions, des vœux pour cette jeunesse africaine aujourd'hui? Je voudrais d'abord apporter un rectificatif. D'accord, mais rapidement, s'il vous plaît, je ne suis pas pasteur. D'accord. Et je me permets quand même de citer l'Écriture parce que c'est là ma source d'inspiration. Et Genèse 11, 6 nous dit, Dieu est descendu, il dit, descendons, voici un seul peuple qui parle une seule langue avec une seule vision. Maintenant, rien ne peut les arrêter. Et c'est Dieu qui dit, l'homme qu'il a créé, un peuple uni, qui a une seule vision, qui parle un seul langage, rien ne peut les empêcher d'atteindre leur objectif. Et juste pour paraphraser, c'est l'histoire de la tour de Babel. Donc je me dis, unité, prise de conscience, et refusons d'être des instruments de division. Tant que nous sommes divisés, on ne va pas jamais arriver. Gisèle, pour finir. En résumé de tout ceci, moi je dirais simplement que ce qu'il faut à la jeunesse africaine, en fait, c'est, comme on appelle, combattre l'ignorance, en fait. L'éducation, elle a besoin de ça. Et quand je dis éducation, c'est dans les deux sens, et familial et le savoir universel. Aller à la recherche du savoir, aller à la recherche de la connaissance. Ça, on a besoin de ça, parce que tout ce qu'on vient de dire ne pourra absolument pas marcher si les gens ne savent pas. Ils ne pourront rien actionner, ils ne pourront rien assembler, il n'y aura pas de panafricanisme, il n'y aura pas d'unité, il n'y aura plus rien. L'éducation, elle est primordiale. Donc, combattre l'ignorance, ça, c'est mon dernier mot. L'audace. Voilà une des choses qui caractérisait les pères du panafricanisme, dont la vision pourrait être résumée en 4 points. Unité, solidarité, compter sur ses propres forces et surtout, ne jamais courber l'échine. Merci à toute l'équipe d'Africable Télévision pour la réalisation de ce numéro d'Agoragie. Vous pouvez également nous faire vos propositions de thèmes, comme ce thème nous a été proposé sur notre page officielle sur Facebook, Agoragie Africable Télévision, mais aussi sur Twitter avec le hashtag Agoragie. Bon week-end, au prochain numéro.